Les grandes questions qui se posent à la région du Sahel, on en discute à Nouakchott depuis ce matin. 5 chefs d'État étaient présents pour explorer les solutions par la coopération. Ce week-end a été très politique avec essentiellement la campagne pour les partielles du 23 février prochain. La conquête de l'arrondissement 4 de Ouagadougou mobilise les partis politiques. Nous verrons les manifestations de l'ODT, du RFI PJB, de l'ADF, RDA et du CDP qui ont tenté ce week-end de rallier les populations, les électeurs à leur cause. Dans ce journal, un focus sur les sœurs de l'Immaculée Conception qui ont fêté le 11 février dernier leurs 90 ans d'existence. En dehors de la catéchèse et du service des paroisses, elles sont présentes dans l'éducation et la santé. Madame, mademoiselle et messieurs, voici votre 20h sur la RTB. Sur invitation du président mauritanien, le président du Faso a pris part ce matin à Nouakchott à un sommet sur le Sahel. 5 chefs d'État et de gouvernement étaient présents. Il était question de passer en revue les grandes problématiques que connaît le Sahel. Vous aurez les images de cette rencontre au cours de ce journal. Un reportage que nous prépare Benito Urbain Sommet et Seydou Traoré. Les députés du groupe parlementaire Alternance, Démocratie et Justice ont choisi Dori pour abriter leur première journée parlementaire de l'année 2014. Les 10 députés issus de 6 partis politiques de l'opposition formant le groupe parlementaire ADJ affûtent leurs armes politiques pour s'opposer au projet de modification de l'article 37 de la Constitution. Le reportage de Kwame Bama et de Omarou Mormenga. La ville de Dori, dans la province du Sénon, abrite depuis hier les premières journées parlementaires de l'année 2014 du groupe parlementaire ADJ, Alternance, Démocratie et Justice. C'est en effet un moment de retrouvailles et de réflexion entre les députés des partis politiques UNIR PS, PDS Metba, CNPB, le Faso Autrement, RDS, UPC et leurs militants. Notons que l'ouverture des travaux a enregistré la présence des représentants du chef de file de l'opposition et des groupes parlementaires CDP et UPC. Ces journées parlementaires de l'année 2014 du groupe ADJ sont une occasion pour les députés de partager leur message avec les militants et de prendre position par rapport aux questions touchant à la vie de la nation. Une actualité nationale qui, selon le président de ce groupe parlementaire de l'opposition politique, justifie le choix du thème. Article 37, une opportunité d'un référendum. La position de notre groupe parlementaire est claire sur l'organisation d'un référendum dans l'unique but de modifier l'article 37. Nous n'en voulons pas, parce que c'est inutile. Le message de notre peuple est également clair sur la question. Pas de révision de l'article 37 de la Constitution. Pas de mise en place d'un Sénat. Pas de référendum. Pour outiller davantage ses membres, le groupe ADJ a prévu une communication sur l'article 37 de la Constitution qui sera présentée par le professeur Seni Ouedraogo, agrégé en droit public. 2 jours durant, les 10 députés du groupe Alternance, Démocratie et Justice se feront donc plus proches encore de leurs militants dans le Sahel en termes de partage de vision politique. Pour sa part, le groupe CFR invite les acteurs politiques à privilégier le dialogue sur la question de la révision éventuelle de l'article 37 de la Constitution. Le groupe réitère son soutien au président Blaise Compaoré dans ses efforts de consolidation de la paix au Burkina. La Convention des forces républicaines réaffirme son adhésion à la mise en place du Sénat, peu importe son format et le délai. Tout cela a été consigné dans une déclaration dite de Houndé, Sourinoma Ibrahim Gigma. Dans ce qu'ils appellent déclaration de Houndé, Palgim Sambaré et ses collègues députés membres du groupe parlementaire Convention des forces républicaines CFR ne laissent planer aucun doute sur leur position dans le débat politique actuel autour de la mise en place du Sénat et de la révision éventuelle de l'article 37 de la Constitution. Nous, députés membres du groupe parlementaire Convention des forces républicaines CFR, examinant la situation politique nationale, réaffirmons notre soutien à l'œuvre de construction nationale du président du Faso, M. Blaise Compaoré. Encourageons et soutenons la médiation interne en cours. Réaffirmons notre position par rapport au Sénat, quel qu'en soit
le format et le délai de sa mise en place. Invitons les acteurs de la scène politique nationale à privilégier le dialogue au sujet d'une éventuelle modification de l'article 37 de la Constitution en vue de préserver la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Au moment où on débattait sur la mise en place du Sénat, dans sa déclaration, le groupe CFR a dit qu'il était favorable à la mise en place du Sénat. Ensuite, il y a eu les rapports circonstanciés et les questions d'un format réduit et tout. Donc, nous ne changeons pas, mais ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous sommes logiques avec nous-mêmes. Maintenant, nous disons encore, par rapport à cette éventuelle révision de l'article 37, le dialogue doit se poursuivre. Pour l'Organisation pour la démocratie et le travail ODT, l'Union pour la République UPR, la Convention des forces démocratiques du Burkina CFDB et le Rassemblement pour le développement du Burkina RDB, tous partis politiques membres du groupe CFR, ces journées parlementaires qui s'achèvent sont une réussite en ce qu'elles marquent la cohésion au sein du groupe et la loyauté aux alliés. L'Organisation pour la démocratie et le travail poursuit sa campagne pour les élections municipales partielles du 23 février prochain. Le parti a tenu hier un meeting au secteur 17 de Ouagadougou. L'ambiance de ce rassemblement dans ce reportage signé de Jacques Lamissa Tarpaga. Des militants de l'Organisation pour la démocratie et le travail ODT, il y en avait ce samedi après-midi au secteur 17. Anatole Bonkongo se transfuge du parti au pouvoir, veut reconquérir la mairie du 4e arrondissement et il entend pour commencer rafler les 6 sièges à pourvoir dans ce secteur à travers ce message. C'est un message de paix. C'est un message de paix pour qu'ensemble, au soir du 23 février, lorsque l'ODT va remporter la victoire, qu'ensemble nous travaillons à la réconciliation des fils et filles de l'arrondissement numéro 4, qui a tant souffert. Ici, chefs traditionnels, anciens, femmes et jeunes affirment leur attachement à l'ODT et lui assurent une victoire à 100% le 23 février prochain, jour des élections municipales partielles. Le candidat le plus en vue du parti en est confiant. Je crois très sincèrement à cette population, vous avez pu le constater, c'est un monde fou qui est sorti, un monde qui n'a pas attendu, une population qui n'a pas attendu qu'on les tende 1000 francs ou qu'on les propose une moto, mais ils sont venus pour suivre notre message et cela en tout cas nous rassure qu'au soir du 23 février, en tout cas l'ODT va remporter les 6 sièges du secteur 17. Pour y arriver, il faut encore mobiliser. Tous les moyens sont utiles pour faire passer le message et cette parodie n'est pas de trop. Parmi les partis qui sont en lice pour la conquête de l'arrondissement 4 de Ouagadougou figure le RFI-PJB, le Rassemblement des forces indépendantes, parti des jeunes du Burkina. Les grands rassemblements ne font pas partie de sa stratégie de campagne du parti des jeunes. Les grands rassemblements ne font pas partie de sa campagne. Il préfère miser sur la méthode du ruse pour s'emparer de la mairie. Explication du président du parti dans ce reportage de Estelle Judith Aksova. Pour la reprise de ces élections partielles, c'est de pouvoir avoir des sièges dans le conseil municipal. Avec la rareté des moyens, nous avons mis en place une stratégie qui s'appelle la méthode ruse. Ça veut dire voter responsable, utile, sincère et élégant. Et cette méthode consiste à d'abord asseoir des zones et des responsables de zones. Et nous déplaçons dans ces zones et pour avoir des échanges directs avec les militants. Des militants pour lesquels nous sommes sûrs qu'ils ont les cartes d'électeurs, parce que c'est le premier élément. S'ils ont la carte d'électeur, qu'on soit sûr au moins que c'est des électeurs potentiels. Et au regard aussi des moyens limités, nous estimons que organiser des meetings, des djandjouba et grandes rencontres, ce n'est pas une évidence parce que c'est l'occasion de coopter peut-être les passants, les garibos, n'importe qui ne sont pas véritablement des électeurs. C'est de la foule, c'est le peuple. Alors que nous, à la phase actuelle, c'est les militants que nous voulons. Nous voulons des militants, ceux pour lesquels nous sommes sûrs que, bon, ils ont déjà le premier élément, c'est la carte d'électeur. Et ensuite, on peut espérer qu'une fois dans l'urne, ils feront un choix utile. Et ce choix utile-là, c'est voter le RFI-PJB. Notre objectif même, c'est de prendre la mairie. Si nous avons la mairie, c'est de s'attaquer aux problèmes de l'arrondissement. Vous savez, il y a tellement de problèmes dans l'arrondissement qu'il faut asseoir une vraie équipe pour réfléchir sur les problèmes de l'arrondissement. C'est notamment les problèmes d'hygiène,
Et vous savez que jusqu'à présent, c'est un problème qui se pose. Et nous avons des zones qui ne sont pas loties. Ce n'est pas évident qu'on puisse encore les lotir, mais c'est amener une sensibilisation, dire qu'est-ce qui peut être fait pour que ces zones soient viables. Ensuite, il y a la question aussi de l'employabilité. Vous savez que les jeunes sont aujourd'hui confrontés à ce problème de chômage, mais ce n'est pas évident d'attendre toujours qu'on vienne vers vous. C'est déjà organiser une activité, mener une activité, et c'est à l'intérieur de cette activité qu'on pourra vous soutenir. Donc c'est autant de questions que nous sommes prêts à débattre, autant de défis que nous sommes prêts à relever. Voilà le président de RFI PJB, interrogé par Estelle Judith Assorba. Côté CDP, la mobilisation se poursuit dans le Kadiogo. Les responsables provinciaux de la campagne, Arthur Kafando et François Compaoré, étaient avec leur état-major à la rencontre des populations du secteur 20. Ils ont mis en avant le bilan du parti et ses projets futurs avant d'inviter la population tout Polesgo à voter massivement le CDP le 23 février. Reportage Moumouni Soubega. 20 candidats conseillers, 20 conseillers élus. C'est l'ambition affichée par la direction provinciale des campagnes du CDP Kadiogo. Devant les militants de Polesgo, elle a sollicité un vote massif du parti majoritaire. Pour ces responsables du CDP, des actes concrets ont été posés par leur parti pour assurer le développement de l'arrondissement 4. Pour cela, ils ont invité la population du secteur 20 à leur faire confiance. Ce que nous avions voulu apporter, c'est vraiment l'espoir. À chaque fois que dans un secteur, vous avez une zone qui est non lotie ou une zone qui est lotie, où la répartition n'a pas été faite, c'est vraiment un secteur à problème. Et voilà pourquoi ce soir, nous avions tenu à leur faire comprendre que le choix du maire peut compter et nous allons suivre toute la procédure et faire en sorte que si le CDP est élu, que nous puissions faire en sorte que les populations vraiment n'aient pas de difficultés en matière de distribution de parcelles. La mobilisation elle a été de taille et nous sommes vraiment confiants. À Polesgo, les femmes, les anciens et les jeunes ont renouvelé leur soutien indéfectible au CDP, mais en retour, ils attendent plus d'emplois et d'infrastructures sociales pour leur épanouissement. De son côté, la direction provinciale des campagnes du CDP s'est engagée à trouver des solutions aux problèmes posés. C'est un secteur en construction, dont les besoins sont multiples. Il y a déjà eu des réalisations, mais nous disons ce soir que le CDP veut poursuivre la mise en œuvre de son programme dans ce secteur. Dans le programme d'assainissement, de l'eau, de consommation, des voies, des écoles, des routes, tout ce qui peut aider à la gestion de proximité du bien-être des populations de ce secteur. Suite aux doléances faites, des particuliers ont pris l'engagement de prendre en charge le permis de conduire de plusieurs jeunes du secteur 20. Sur place, l'association des jeunes commerçants de Ouagadougou a aussi remis 20 téléphones portables pour les futurs conseillers. 11 partis politiques sont en course pour la conquête de l'arrondissement 4 et le CDP a promis de récompenser à hauteur de 3 millions de francs CFA le secteur qui aura réalisé le meilleur score le 23 février prochain. L'éléphant, lui, a Bari, au secteur 18 de l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou. L'Alliance pour la démocratie et la Fédération a demandé aux populations de lui confier la gestion de la mairie. Bouma Ernest Nebié. L'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA veut conquérir la mairie du 4e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Une conquête qui passe par la recherche de l'électorat. À ce meeting au secteur 18 du 10 arrondissement, les responsables du parti ont demandé aux populations de leur faire confiance et de voter massivement pour le parti le 23 février prochain. Pour eux, si la mairie de l'arrondissement a connu des problèmes de gestion, c'est parce que le parti de l'éléphant n'y avait pas de représentants. L'échec présent, et je pense que si ça a échoué, c'est parce que la DFRDA n'a pas envoyé un représentant. Sinon, on aurait dû enseigner la sagesse de l'éléphant et que notre mairie n'allait pas partir comme ce qui se fait présentement. Nous nous disons et nous répétons clairement, si la population veut le développement de l'arrondissement 4, ils vont se démasquer des autres partis en votant pour l'ADF-RDA pour que notre mairie vive dans la paix. Nous lançons un appel à tous les militants de l'arrondissement 4 de voter massivement pour l'ADF-RDA, pour la paix, pour la liberté
Avant la fin de la campagne, il est envisagé par le parti, en plus des meetings, une caravane qui fera le tour des 4 secteurs de l'arrondissement pour convaincre davantage les populations. C'est aussi ce message que le parti dirigé par Gilbert Noël Ouédraogo a transmis aux militants de Dandé dans la région des Hauts-Bassins. L'objectif est le même, remporter la mairie de Dandé au soir du 23 février. Le reportage de Moumouni Barou. Venus de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Bama et d'autres localités, les militants de l'ADF-RDA se sont donné rendez-vous à Dandé pour soutenir leurs camarades afin de conquérir la mairie de cette localité à l'issue des élections municipales partielles du 23 février 2014. Je pense que nous avons en tout cas le potentiel qu'il faut pour bien gérer une mairie dans la transparence, dans la justice, dans l'équité. Et ceci dit, nous veillerons aussi à ce que les populations de Dandé soient vraiment associés à la gestion de la ville. Et selon le président du parti de l'éléphant, les électeurs devraient être convaincus que seul son parti détient la clé du développement de Dandé. Lors des dernières élections, nous avions de justesse failli prendre la mairie de Dandé. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de repartir aux urnes et nous pensons que c'est l'occasion rêvée pour nous pour aujourd'hui obtenir la majorité absolue parce qu'il nous manquait en fait un conseiller pour partager les voix à Dandé ici. Et nous pensons que si ces élections-là nous permettent d'avoir les conseillers qui nous manquaient, nous sommes capables de diriger la mairie de Dandé. Quant au secrétaire général de la sous-section de l'ADF-RDA à Dandé, d'autres stratégies sont envisagées pour mobiliser les militants. Nous avons mis la stratégie de porte en porte, et organisation auprès de la jeunesse, des femmes, des vieux, tout ce qui peut nous arranger et tout ce qui pourrait nous faire aboutir à un bon résultat. Environ 2 heures d'horloge, c'est le temps qu'ont mis les cadres du parti pour galvaniser les militants de Dandé afin d'obtenir une victoire éclatante. Pour cela, les militants ont affiché leur engagement à respecter les consignes du parti. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP a tenu sa première assemblée générale le samedi 15 février 2014 à Dori. Une délégation du parti est allée échanger avec les populations sur les fondements qui portent le nouveau parti et solliciter leur adhésion. Vincent Kendrebego. Nouveau venu sur la scène politique au Burkina, le MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, va en quête de popularité à l'intérieur du pays. Ce samedi 15 février, une délégation du parti conduite par Kader Cissé, ancien ministre des Mines et de l'Énergie, va à la rencontre des militants et sympathisants à Dori. À l'ordre du jour, leur démission du CDP et la création du nouveau parti pour des raisons déjà connues. Il s'agit à cette étape principalement de lutter contre la révision de l'article 37 pour éviter le pouvoir à vie et deuxièmement lutter contre la mise en place du Sénat que le MPP estime ne pas correspondre actuellement aux conditions historiques de notre pays, mais aussi surtout au regard de la limite de ses ressources, je dirais, financières. Il y a d'autres priorités que le Sénat actuellement. Un point focal est déjà sur place comme point de départ pour une implantation du MPP dans cette partie du Burkina. Et ce que nous comptons faire, c'est l'organisation. Nous allons faire une bonne organisation afin de réussir à atteindre nos objectifs. Pour une première assemblée générale, Kader Cissé et ses camarades ne cachent pas leur satisfaction, confiants que cela augure de lendemain meilleur pour leur parti, le MPP. Parlons à présent de problèmes économiques. Les vendeurs illégaux de carburant de la ville de Ouagadougou ont passé une journée difficile hier. Ils ont reçu la visite inopinée d'agents contrôleurs du ministère du Commerce accompagnés de gendarmes. 10 000 litres de carburant ont été saisis et remis à la Sonabi pour traitement ou pour destruction. Nos reporters ont pu suivre cette opération. Franck Soubega et Wendata Nathalie Kaori. Nous sommes dans une des rues du secteur 27 de Ouagadougou. Ce vendeur de carburant est le premier à recevoir la visite inopinée des contrôleurs. L'air fâché, il est réticent aux questions et il refuse même de se conformer à la procédure. Je ne connais pas signer, madame. Non, c'est pas le Ici, environ 100 litres de carburant ont été saisis. Direction un autre quartier dans la périphérie de Ouagadougou. Nous sommes ici à la sortie sud de la capitale, au quartier Balkoui.
Identifié et poursuivi dans la nuit du 14 février par la gendarmerie, le conducteur de ce véhicule qui transportait du carburant dans 149 bidons de 30 litres a pris la clé des champs. Non loin de ces lieux, c'est dans un domicile que les contrôleurs et les gendarmes découvrent une quantité importante de carburant. Ici, il a fallu 2 véhicules pour transporter les 600 bidons et les 11 fuites de carburant. Au même moment que cette équipe que nous avons suivie, 4 autres équipes sillonnaient la ville de Ouagadougou pour la même opération. Environ 5 heures après le début de l'opération, le carburant saisi a été transporté à la Nationale des hydrocarbures. En termes de bilan, la moisson a été bonne. On a plus de 10 000 litres quand même de carburant, tout carburant confondu, on a pu saisir. Ils ont fait des fautes, il faut qu'ils viennent s'expliquer. Je crois même que c'est une faveur, on pouvait les embarquer. Donc, comme ils sont identifiés, on les a invités, ils vont venir avec les factures. Comment ils ont fait pour avoir ce carburant, puisque aucun litre de carburant ne doit rentrer sur le territoire à l'insu de la SONABI. La gendarmerie nationale a apporté un soutien de taille dans la conduite de cette opération. C'est une opération qui était en cours de préparation depuis un certain temps. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'identifier aussi bien les axes de trafic, les lieux de stockage et identifier certains individus qui s'adonnent à la pratique pour pouvoir mener cette opération. Des opérations du même genre se feront dans les jours à venir pour lutter contre le trafic et la vente illégale de carburant au Burkina Faso. Mais l'une des questions qui taraudent les esprits, c'est comment les contrevenants arrivent à échapper aux services de contrôle dans les frontières. Pour certains agents du ministère du Commerce, il serait mieux que ce ministère implante ses propres postes de contrôle au niveau des frontières pour renforcer le contrôle et éviter que ces produits n'arrivent sur le territoire burkinabé. Une foire promotionnelle pour booster l'entrepreneuriat agricole. Elle a ouvert ses portes dans la ville de Sia et se donne pour objectif de booster l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Reportage signé de Moumouni Barou. Entrepreneuriat agricole, un levier pour assurer durablement la sécurité alimentaire. C'est sous ce thème que se tient la première édition des journées promotionnelles de l'entrepreneuriat agricole des Hauts-Bassins. À l'occasion, une exposition des produits a lieu. Et parmi ces produits figurent en bonne place les céréales, les tubercules, les fruits et les produits forestiers non ligneux. Comme quoi, pour dire que l'entrepreneuriat agricole apparaît de nos jours comme un remède efficace pour garantir l'autosuffisance alimentaire. C'est un cadre très intéressant qui permet aux acteurs d'être ensemble, d'examiner sans complaisance la situation de l'entrepreneuriat agricole, de se donner des idées et de proposer des solutions adaptées à leurs problèmes pour pouvoir avancer. Dans un premier temps, c'est de faire connaître les entrepreneurs agricoles et également attirer l'attention des décideurs pour qu'ils puissent appuyer notre initiative, aussi faire prendre conscience à nous-mêmes les entrepreneurs agricoles que nous devions travailler aux côtés de l'État afin de booster notre agriculture et assurer la sécurité alimentaire. En marge de cette manifestation, une compétition a été organisée pour primer les meilleurs producteurs. Ainsi, par exemple, l'Union des producteurs du riz de Koumbia a gagné le premier prix spécial du Premier ministre d'une valeur de 3 200 000 francs CFA et le premier prix de la filière fruits est revenu à une productrice modèle. Il n'y a pas un secret, c'est le travail. Il faut beaucoup de courage dans ce que tu fais. Il faut la volonté, il faut le courage. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, car malgré les efforts consentis par l'État et les acteurs, quelques difficultés persistent. Nous avons des difficultés un peu, voilà, telles que les coûts des engrais, et puis les coûts des matériels, c'est serre. Des fois, il n'y a pas de clients. Pour répondre à ces préoccupations, le matériel agricole connaîtra une baisse au niveau fiscal et il est également prévu de créer un fonds pour aider les producteurs. Le Japon accompagne le développement du Burkina à travers une coopération dynamique. Elle se traduit par l'envoi de volontaires qui mettent leur savoir
leur savoir-faire et leur coopération technique au profit des populations. À Zinyaré et à Lumbila, tout comme à Ouagadougou, ces jeunes coopérants du pays du soleil levant s'investissent dans la formation et l'encadrement technique des populations. Ernest Kambiré a pu voir les fruits de ces appuis. Les appuis de la coopération japonaise ont permis d'étendre ce centre de rééducation et d'orientation professionnelle des sourds et entendants de Zinyaré. Grâce à l'accompagnement d'une volontaire japonaise, le centre accueille aujourd'hui 93 jeunes dans un environnement scolaire amélioré et équipé. À l'école annexe de Lumbila, l'activité d'une volontaire japonaise enseignante consiste à relever le niveau des élèves en sciences et en mathématiques, à montrer aux élèves maîtres quelques astuces pour mieux enseigner ces deux disciplines à leur sortie. Cette école, c'est un peu spécial parce que les maîtres travaillent beaucoup et les élèves travaillent beaucoup tous les jours. Il y a beaucoup de bonnes pratiques ici. Tous les jours, j'ai observé la leçon et j'ai trouvé beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes pratiques. Et puis après, je veux montrer aux élèves maîtres. Et c'est pour faire connaître cette détermination du peuple japonais à accompagner les efforts de développement que l'ambassade du Japon au Burkina a initié cette visite des sites, des projets de coopération au profit des journalistes. À travers la presse, on voudrait bien analyser le point fort et les points faibles pour améliorer davantage notre qualité de la coopération entre les deux pays. La construction de ce pont entre le Japon et le Burkina Faso s'étend également dans le domaine sportif. Ici, à l'Institut national de la jeunesse et de la promotion du sport INGES, un autre volontaire met tout son savoir-faire et sa technique dans l'encadrement de jeunes burkinabés dans la pratique du sport le plus populaire au Japon, le baseball. La coopération japonaise accompagne la production de fraises, la mise à disposition de nouvelles variétés de fraisiers, la formation sur des itinéraires techniques qui garantissent une qualité de fraises plus compétitive. Avec ces appuis, la filière connaît un certain dynamisme depuis l'année dernière et pour mieux vendre ce produit et pour mieux profiter du marché, les acteurs de la filière se structurent. Ernest Kambiré s'est intéressé à une filière émergente et porteuse pour l'économie. Reportage. Quartier Boulmigou dans la banlieue ouagalaise. Nous sommes sur un des sites burkinabés de production de la fraise. Sur cette terre irriguée de contre-saison, Ousmane Nikema et ce groupe de producteurs exploitent des parcelles de fraises depuis 1978. Présentement, on a la variété Selva, mais on a eu une autre variété qui s'appelle la variété Siské. Au niveau du Burkina Faso, c'est surtout à Boulmigou qu'on rencontre la fraise. Ce sont de bons producteurs. Bon, ils savent comment produire. Il faut se dire que c'est grâce à Boulmigou qu'on a connu la fraise. Ici, plus de 200 producteurs exploitent aujourd'hui 5 à 7 hectares de fraises pour une production annuelle estimée entre 60 à 75 tonnes. Pour cette campagne, l'activité de production renaît de fort belle manière grâce au soutien de production du projet d'appui à l'élaboration d'un chemin directeur pour la promotion d'une agriculture orientée vers le marché financé par la coopération japonaise. Papam, c'est le nom de notre projet. Nous avons arrivé en avril 2013. Tous les fraisiers s'étaient fatigués. Mais maintenant, les nouvelles variétés, c'est un peu plus bien. Et puis des fraises, même, ça forme bien. Ça, on peut importer. C'est bon pour les exporter. Avec l'appui du projet, nous pouvons dire que ça se passe très bon, puisque nous avons eu des contacts des clients qui en ont besoin. Surtout, il y a eu le forum le 29 janvier. Ils sont partis avec 300 kilos de fraises. Bon, nous pouvons dire que c'est très bon pour nous. Et de deux, nous avons eu ces contacts. Les clients qui se trouvent à Abidjan, au moins plus de 3 à 5 personnes qui nous ont contactés. Faire de la production de la fraise une des spécialités du Burkina, c'est établir l'image de marque de la fraise burkinabé à travers l'amélioration de la qualité, du conditionnement et de la stabilité de fourniture. Avec ce projet pilote, ce sont près de 5000 pieds d'une nouvelle variété de fraisiers que la coopération japonaise a mis à la disposition des producteurs. Désormais, l'encadrement et l'accompagnement sont plus rapprochés.
Notre accompagnement ici concerne les thèmes techniques. Bon, on fait la vulgarisation avec les producteurs. Voilà pourquoi je suis chargée de les encadrer. L'UAT a 2 sites. Il y a le site de Boulmiou, il y a un site à côté qu'on appelle le site de Bika. On peut arriver à produire 4 tonnes à l'hectare, 4 tonnes 500. Principale difficulté pour ces producteurs, la conservation et l'écoulement de la fraise burkinabé, un produit périssable. On peut avoir la fraise à 500 francs le kilo. Ça va de 4000 et ça va descendre jusqu'à 500. Les revendeuses, au niveau des marchés, quand elles vont venir, elles trouvent que bon, si les producteurs ne liquident pas avec elles, ils vont perdre, puisque c'est un produit qui ne peut pas se conserver. Une journée et c'est déjà parti. Donc, ils sont obligés de vendre. Elles s'entendent entre elles. Elles viennent dire au niveau des producteurs, aujourd'hui, on achète le kilo à tant de francs. Elles restent sur leur position. Bon, les producteurs, de peur de perdre, sont obligés de liquider. Donc, c'est une difficulté pour les producteurs de fraises. Ils se tuent sur le plan de travail. Ils dépensent pour les engrais et tout, et l'essence pour les motopompes. Mais en fin de compte, le rendement aurait dû leur permettre d'avoir le maximum de couvrir les besoins. Mais il se trouve que c'est pas facile. Le problème de fraises, on ne peut pas les conserver beaucoup de temps. Bon, si ils connaissent beaucoup de vendeurs au Burkina Faso et Côte d'Ivoire, ils peuvent vendre beaucoup de fraises. Ça devenu beaucoup de motivation de travail du producteur. Rechercher alors de nouveaux marchés dans les grandes agglomérations comme Abidjan et Accra reste un des défis majeurs pour la partie japonaise qui multiplie les contacts entre les acheteurs de la sous-région et ses producteurs de Boulmiou. Dans moins de 20 jours, le 8 mars, la journée internationale de la femme, le point d'orgue d'une semaine de mobilisation autour de la problématique de la femme, de la situation de la femme au Burkina Faso. Le 8 mars sera également l'occasion d'une rencontre entre les femmes du Burkina et le président du Faso pour des échanges directs sur les préoccupations des femmes. Dans cette perspective, les femmes se préparent dans les régions. Celles du Kadiogo se sont retrouvées le 14 février dernier. Claudine Bikaba. La 4e édition du Forum national des femmes se tiendra du 3 au 8 mars 2014 à Banfora, région des Cascades. En prélude à cette rencontre organisée tous les 2 ans par le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre, il se tient une rencontre à Ouagadougou et simultanément dans toutes les autres régions du Burkina. Ce cadre d'échange entre les femmes permettra de peaufiner les discussions qui auront lieu lors de ce forum national. L'objectif, c'est de discuter d'un certain nombre de points. Premièrement, nous faisons le bilan de la mise en œuvre des recommandations du forum 2012 et des recommandations du 8 mars 2013. Ensuite, nous allons passer en revue les différentes sources de financement qui sont disponibles pour les femmes au niveau de la région du centre ici, et les difficultés d'accès à chacune de ces sources. Placées sous les thèmes entrepreneuriat féminin, problématique des activités économiques des femmes au Burkina Faso, les discussions se mèneront autour de la difficulté d'accès des femmes aux sources de financement. Nous allons demander aux femmes de proposer, de faire des suggestions sur des stratégies qui pourront être élaborées pour améliorer l'accès des femmes au financement pour leurs activités économiques. Et nous demanderons également aux femmes de la région de formuler leurs doléances qu'elles vont présenter au chef de l'État. Cette rencontre biennale entre les femmes et le chef de l'État vise une meilleure prise en compte des femmes dans le système de financement et partant de leur autonomisation. La lutte contre la dépigmentation des peaux en Afrique de l'Ouest. Le 4e Forum international Afrique et Beauté en a fait une recommandation à l'adresse des politiques et de tous les acteurs. Le forum a attiré l'attention de l'opinion sur les bienfaits de la valorisation des plantes. Reportage signé Kadi Sanogo. Le 4e Forum international Afrique et Beauté a réuni 4 jours durant les acteurs locaux et internationaux
intervenant dans les filières de valorisation des plantes et des connaissances traditionnelles de l'Afrique dans les domaines de la beauté et de l'artisanat. La rencontre a abouti sur la nécessité de préserver la biodiversité au Burkina, qui est une source de connaissances et un potentiel de valorisation dont les populations peuvent profiter. Elles peuvent mettre en place des partenariats gagnant-gagnant où chacun des acteurs est respecté. L'accompagnement de l'État n'est pas à négliger dans le domaine du partenariat. Nous avons également beaucoup travaillé sur les nouvelles réglementations qui doivent se mettre en place au niveau international, ce qu'on appelle le protocole de Nagoya, qui a été signé par le Burkina et qui va demander beaucoup de travail à l'ensemble de ces acteurs pour se mettre en accord avec ces réglementations. Donc nos réflexions ont été transmises à Madame le ministre et nous pensons que nous pouvons aider par nos réflexions la mise en place de ces mesures. L'une des recommandations de ce 4e forum est la lutte contre la dépigmentation, d'où l'interdiction de l'importation et de la mise sur le marché des produits cosmétiques. Pour ma part, j'ai pris l'engagement de veiller à ce que les femmes puissent prendre conscience des avantages et des inconvénients de la dépigmentation de la peau. Parce que pendant un moment, elles peuvent paraître très belles, mais avec le temps, la peau se dégrade, la peau se détruit et certaines sont victimes de vieillissement précoce à cause de l'apparence que la peau finit par prendre. À l'occasion, le Forum international Afrique Beauté a remis 2 bourses à 2 étudiants burkinabés, soit une en écologie animale et l'autre pour la mise en place du protocole de Nagoya. Dans une semaine s'ouvre la 12e édition du Festival international des masques et des arts de Dédougou. 45 groupes venant de 6 pays d'Afrique de l'Ouest sont attendus, de même que 100 000 visiteurs pour communier avec ce riche pan de la culture africaine que l'Association pour la sauvegarde des masques s'évertue à entretenir et à faire aimer. Le reportage de Abdul Rasmane Zongo. Masque, dialogue culturel et paix en Afrique, c'est sous ce thème que s'ouvrira très bientôt l'édition 12 du Festival international des masques et des arts de Dédougou. À quelques jours de l'événement, les organisateurs ont rencontré les hommes des médias. Beaucoup d'innovations, d'abord les groupes. Il y a beaucoup de groupes qui ne sont jamais venus à cette édition, que ceux qui auront l'occasion pourront découvrir, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire. Même le groupe du Bénin qui va venir, ça sera d'autres types de prestations qui seront présentées. Et il y a la Gambie aussi qui est annoncée. Au niveau national, il y a pas mal de groupes aussi qui seront des groupes qui vont venir pour la première fois. Et comme deuxième innovation majeure, c'est les réflexions et les échanges. Et là, il y aura beaucoup de panels d'échange autour de la mise en œuvre et de la Convention du patrimoine culturel immatériel en Afrique de l'Ouest. Il y aura aussi 2 grandes conférences en lien avec le thème de l'édition. Du 24 février au 2 mars 2014 se tient le 12e rendez-vous du Festival international des arts et des masques de Dédougou, dont l'une des missions est de contribuer à la promotion et à la sauvegarde du masque africain. L'édition 2014 du festival a un budget prévisionnel de près de 60 millions de nos francs et est placé sous le haut patronage du président de la commission de la CEDEAO. Du nouveau bientôt sur les écrans, Insouciance de vie. Le film est en tournage à Bobo-Dioulasso depuis le 2 février. C'est une fiction qui traite des problèmes de famille dans le tourbillon de l'évolution de nos sociétés. C'est également une coproduction RTB et Film du Yona qui devrait être disponible en salle en début mars. Reportage Salinana. La nouvelle année s'annonce particulièrement riche dans les salles obscures, avec des sorties ciné très attendues en 2014. Après La Villa Rouge de Boubacar Diallo, sorti le 3 février dernier, voici des extraits de séquences d'un film que vous verrez très prochainement dans les salles de ciné. Allô Faisal, écoute, tu soulèves la poussière tout de suite et tu arrives là, on t'attend. En tournage à Bobo-Dioulasso, le film Insouciance de vie du réalisateur Mamadou Yanou est une fiction qui évoque l'évolution de nos sociétés.
Une évolution qui ne tient pas souvent compte du contexte sociétal et des moralités socio-culturelles. C'est une histoire d'inceste, c'est-à-dire une femme qui était destinée à quelqu'un à Abidjan. Et cette femme, avant de partir à Abidjan, ce monsieur avait refusé d'accepter la femme. On a tenté de mettre en scène une situation assez bouillante, là où pleine d'émotions, là où on va montrer un peu de gauche à droite les affaires de foyer, les infidélités, la société qui est parfois injuste vis-à-vis de les hommes qui sont parfois injustes vis-à-vis de leurs camarades. Et pour sa réalisation, Mamadou Yanou, à travers sa structure Les Films du Yona, est en coproduction avec la RTB. Un partenariat public-privé qui s'inscrit dans les recommandations de la dernière rencontre des radios-télévisions francophones. Pour cette coproduction, le réalisateur bénéficie de la RTB, du matériel technique et d'un personnel qualifié. Nous sommes vraiment très touchés par cette confiance que la télévision nous fait et aussi nous leur exerçons de nous accompagner et d'accompagner aussi toutes les sociétés qui voudraient aussi produire. Parce que sans la coproduction, je ne pense pas que le cinéma puisse avancer. Le cinéma a besoin de partenariats. Une seule personne ne peut pas produire une œuvre. Les œuvres coûtent cher et il faut des partenariats, il faut des subventions. Nous sommes là en tant que techniciens de l'image et du cadre dans ce cadre-là. Et sur ce film, nous utilisons non seulement une caméra fixe, mais aussi nous tournons en steadicam afin donc d'accompagner les mouvements pour rendre le film dynamique. Une souffrance de vie va révéler de nouveaux talents. Pas de comédien professionnel, exception faite de Hippolyte Wangrawa, plus connu sous le nom de Babwanga, à qui le réalisateur a fait appel pour scotcher ces jeunes qui font leur premier pas dans le métier. Lamine Sanou et Aïssata Ganou sont de ceux-là. Ils sont les acteurs principaux du film que vous découvrirez le 3 mars prochain en salle. Retour dans les secrets, les intrigues à la présidence d'une république imaginaire. Une nuit à la présidence, actuellement en diffusion au Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, Cito. C'est une farce politico-administrative économique qui jette un regard sur la gestion et la gouvernance. Reportage signé de Évariste Kombari. Si l'excision est un problème d'État, ce problème doit être débattu par le chef de l'État. Okay. Aviez-vous déjà eu l'envie, le désir de passer une nuit à la présidence et en compagnie du couple présidentiel? Le Cito vous en offre l'opportunité avec la diffusion de la pièce Une nuit à la présidence. J'ai écrit une partie des textes, mais une part, et la grande part vient des improvisations qu'on a fait avec ce groupe d'acteurs, qu'on a fait après avoir regardé des documentaires, après avoir lu des articles politiques, après avoir discuté par exemple avec Aminata Traoré qui nous a aidés sur ce projet. Une nuit à la présidence, c'est l'histoire d'un président qui reçoit un investisseur. Pour agrémenter la soirée, il invite un groupe de jeunes musiciens. Laquelle soirée va dégénérer et se transformer en procès. Monsieur le Président, si plus de parler, on va parler. Partir, tout le monde veut partir. Là, moi j'étais à l'université, c'est parce que je n'ai pas eu de boulot que je joue de la guitare. J'ai dû apprendre à travailler comme un comédien et je trouvais ça intéressant parce que le milieu il est beaucoup plus... C'est beaucoup plus humble. Mise en scène par Jean-Louis Martinelli, Une nuit à la présidence met en jeu des grosses pointures de la musique et du théâtre burkinabé. Cette nouvelle expérience, je l'avoue, qui n'a pas été forcément évidente au début. Tout le temps, j'ai écouté les aînés et j'ai écouté les expérimentés, les comédiens. Et pour pouvoir me mettre dans ma peau. Le théâtre d'emblée, comme le dit Brecht, est le lieu de la parole et le lieu politique. Et cette pièce est une pièce politique et qui, effectivement, ça c'est un échantillon de n'importe quel pays africain. Et au-delà, parce que la problématique, elle est d'ordre universel. Une nuit à la présidence est une farce politico-économique qui offre à la jeunesse, incarnée par les musiciens, de dénoncer les dérives du monde et de la malgouvernance, qui ont pour nom dette, corruption, prostitution. Quand nous abordons les sujets qui parlent des relations nord-sud et la collaboration entre
l'Afrique et l'Europe. Et là, il y a vraiment des questionnements, là, des choses qui nous interpellent, des choses sur lesquelles nous devons mener une longue réflexion. Et là, je pense que c'est une bonne contribution de notre pièce à l'évolution de nos sociétés. Pendant 1h40, le spectateur est accroché au spectacle, au jeu des comédiens, qui décochent à tour de rôle des pics au système en place, avec la complicité d'un président ouvert à la critique. Ça va? Oui, ça va bien. Je voudrais savoir en réalité où va l'argent de ce pays. Ah bon? Une nuit à la présidence, vous en rêvez certainement. Alors, le sitôt vous ouvre grandement ses portes pour une véritable nuit, tout en théâtre. Découvrons à présent sur le terrain les sœurs de l'Immaculée Conception qui ont célébré le 11 février les 90 ans de leur existence. En 9 décennies, elles ont été actives dans plusieurs secteurs de la vie. En témoigne par exemple ce reportage de Viviane Tiandrebego, de Moussa Konaté et de Roger Kam. L'histoire des sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou commence avec les premiers pas de cette fille de Haute-Volta, Marie-Jeanne Sawadogo, qui a décidé de consacrer sa vie à Dieu. L'idée de fonder la congrégation en 1924 est de Monseigneur Chouani Thévenoud, alors évêque de Ouagadougou. C'est la date de l'ouverture officielle de la première étape de la formation. Autrement, les deux premières jeunes filles, Marie-Jeanne et Marie-Thérèse, qui ont voulu être sœurs, ont commencé le cheminement en 1922. À sa suite, plus de 422 jeunes filles se sont engagées à ce jour dans la congrégation des sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Leur aînée aujourd'hui, la voici, c'est sœur Bibiane Kando. Elle vit sa retraite à la maison de repos de Kosoguin à Ouagadougou. Pour elle et pour toutes les aînées qui y séjournent, la célébration des 90 ans de la congrégation est très importante. Nous rendons grâce à Dieu pour les 90 ans passés. Vous savez, beaucoup sont décédés. D'autres ont quitté avant d'entrer dans la vie religieuse. Nous ne les oublions pas. Moi, mon père était chef de terre. Quand j'ai décidé de devenir sœur, il m'a encouragée parce que dans notre village, les premières avaient fait du bien à tout le monde. C'est donc sans angoisse que j'ai pu suivre la formation jusqu'à prononcer mes premiers vœux en 1944. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Avant, on ne portait pas de chaussures, par exemple, mais on marchait 10 ou 20 kilomètres pour aller annoncer la parole de Dieu. À leur début, les sœurs de l'Immaculée Conception se sont investies dans la catéchèse, l'encadrement des veuves et des orphelins, ainsi que la lutte contre le mariage forcé. De nos jours, elles sont également engagées dans l'éducation et la santé. Ce qui amène plus les malades dans nos centres de santé ou dans nos écoles, les malades parlent surtout de l'accueil et la qualité des soins qu'on leur offre. Les sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou utilisent également les plantes pour soigner les malades. Le bouche à oreille a fait la réputation de la maison Sainte-Angèle de Kosoguin. J'avais un problème de calcul biliaire et on m'avait dit qu'il fallait faire l'intervention à son temps. Et il y a une sœur qui m'a parlé de ces sœurs-là qui avaient des produits traditionnels que je pouvais même faire sans faire l'intervention. Donc je suis venue, effectivement j'ai fait le traitement, ça a réussi. Quand j'ai fait les examens, les radios, l'échographie, ça a trouvé qu'il n'y avait plus de calcul biliaire, c'était déjà disparu. Donc j'étais en bonne santé et j'ai conseillé une des sœurs qui avait des problèmes de foie, qui est venue effectivement, qui se porte bien présentement. J'ai un frère qui a la tension et que je l'ai encore conseillé, il m'a demandé de chercher le produit, pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc je trouve que le produit est très efficace et sans effet secondaire.
9 décennies après sa création, la congrégation des Sikhs a de quoi rêver d'avenir. Des centaines de jeunes filles aspirent en effet à y entrer et elles viennent de toutes les paroisses du pays pour commencer leur cheminement à l'Aspira de Tampu. Je veux devenir sœur et puis servir les autres. On vous apprend à vivre en communauté et à mieux et à aimer les autres. Ici, nous, on reçoit la formation spirituelle, intellectuelle, morale et physique. Elles sont au nombre de 144 qui sont à l'Aspira ici. Nous demandons au maître de la moisson pour qu'il mette dans le cœur des jeunes le désir de se donner à lui. Et en deuxième position, je vois le témoignage de notre vie. Parce que c'est à travers ce que les jeunes voient en nous qui va les attirer, qui va leur donner envie de se donner à Dieu comme nous. Et il y a aussi notre engagement à suivre les jeunes dans les lycées et collèges. Je recommanderais à celle qui veut devenir une bonne religieuse de suivre les enseignements de la parole de Dieu et de vivre dans la prière. La suite de la formation se déroule au pré-postulat de Gilungu et au noviciat de Pabri. Parents, nous avons entre 20 et 16 depuis quelques années qui font les premiers vœux pour être sœurs. Il y a beaucoup de joie aussi dans notre vie religieuse. Et si à ses débuts, la congrégation accueillait des filles analphabètes, de nos jours, ce n'est plus le cas. Si une jeune fille veut être religieuse, il faut quand même le minimum. On essaie de les encadrer, de leur permettre de pousser un peu les études jusqu'au BPC, certaines jusqu'au bac. On en a même qui ont fait l'université, qui ont leur maîtrise. Et donc, c'est pour être vraiment à mesure de répondre aux attentes actuelles du monde et de l'Église. Les sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou sont présentes dans 10 des 13 diocèses du Burkina, de même qu'au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali, au Togo et en Italie. Comme annoncé en titre, sur invitation du président mauritanien, le président du Faso a pris part ce matin à Nouakchott à un sommet sur le Sahel. 5 chefs d'État et de gouvernement étaient présents à cette réunion de haut niveau. Il était question de passer en revue les grandes problématiques que connaît la région du Sahel. Reportage de nos envoyés spéciaux Urbain Benito Sommet et Seydou Traoré. C'est aux environs de 8h40 que l'avion du président du Faso a foulé le tarmac de l'aéroport international de Nouakchott. À la descente d'avion, il a été accueilli par Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie. Après les honneurs militaires, les salutations d'usage et le bain de foule, Blaise Compaoré a eu un bref entretien avec son homologue mauritanien au salon d'honneur. C'est au palais de congrès de Nouakchott que s'est tenu le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement du Sahel. Le président du Faso a pris part à cette réunion en compagnie de 4 de ses pairs. Il s'agit des présidents Idriss Déby Itno du Tchad, Issoufou Mahamadou du Niger, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie. Cette réunion de haut niveau visait entre autres à faire le point sur les initiatives prises en faveur du Sahel et mesurer les pertinences, à faire l'état des lieux des efforts nationaux en cours dans le domaine de la sécurité et du développement, à définir les priorités du Sahel eu égard à l'éducation privilégiée dont peuvent se prévaloir les approches endogènes qui mettent l'accent sur des domaines à fort potentiel de stabilisation, à mettre en place des modalités pour mener des plaidoyers et enfin à définir les mécanismes appropriés pour assurer la mise en œuvre et le suivi des décisions. Un seul discours prononcé par le président mauritanien a ponctué la cérémonie d'ouverture. Mohamed Ould Abdelaziz a souligné l'importance de ce sommet qui intervient à un moment crucial pour la région. Selon lui, la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés et la lutte contre la pauvreté exigent une vigilance et une action multidimensionnelle de longue haleine. Il a de ce fait invité ses pairs à une cohésion des efforts de lutte pour le développement de la région. Nos expériences accumulées nous permettent de cerner davantage la complexité des défis, de mieux adapter les réponses à apporter, de parfaire nos outils et modes d'action et d'améliorer la coordination des interventions de nos États.
La communauté internationale a multiplié les initiatives en faveur de notre région, confortant ainsi la conviction de l'importance que revêt pour la stabilité en Afrique et dans le monde l'ancrage d'une paix et d'un développement durable au Sahel. Les succès en termes de maîtrise des menaces et l'élan de solidarité internationale à l'endroit de notre région annoncent une dynamique nouvelle qu'il nous incombe d'accompagner en vue de nous l'approprier pleinement au service de nos objectifs de paix et de prospérité. La dimension transfrontalière des défis auxquels nous faisons face commande, en premier lieu, une solidarité sans faille de nos États. Dans l'immédiat, il nous faudra renforcer nos politiques et notre coopération sécuritaire. Au-delà, l'ancrage de la démocratie, le renforcement de l'état de droit et la promotion de la bonne gouvernance resteront indiscutablement les meilleurs remparts contre les tentations extrémistes, le gage d'une légitimité indispensable à l'action publique et la condition nécessaire à une lutte efficiente contre la pauvreté. Quant au Burkina Faso, il reste solidaire des autres pays dans la recherche de solutions aux maux qui minent le développement du Sahel. Notre pays va apporter sa contribution au combat pour relever ces défis. Et les plus hautes autorités burkinabées préconisent l'élan de complémentarité entre les États de la région. Match retour des préliminaires de la Coupe de la Confédération de football. L'AS Sonabel et Sifa Hassani du Maroc ont fait match nul de 0 but partout cet après-midi au stade du 4 août de Ouagadougou. Les Marocains se qualifient grâce à leur victoire à l'aller d'1 but à 0. Reportage d'Abakini. Il n'y aura pas de second tour pour l'AS Sonabel. Les électriciens de Ouagadougou quittent la compétition après ce 0-0 concédé à domicile au match retour. Un résultat qui qualifie Difa Hassani du Maroc, qui l'avait emporté à l'aller 1 but à 0. Ce ne sont pas les occasions de but qui ont manqué aux protégés de Malo Kamou. Les Marocains, très engagés, sont restés sereins, dominant même par moments le jeu. Et c'est tranquillement qu'ils vont gérer leur petite avance jusqu'au coup de sifflet final. C'est donc terminé pour l'AS Sonabel dans cette Coupe de la Confédération. L'aventure, elle, se poursuit pour Difa Hassani du Maroc. Il y avait de la place pour gagner, mais aujourd'hui c'était un jour sans. Et ça fait déjà quand même notre deuxième match sans pouvoir pour autant scorer. Bon, c'est douloureux, mais c'est j'allais dire la loi de l'apprentissage. Donc pour moi, je pense que les enfants sont toujours à encourager malgré cette élimination qui a un goût vraiment d'inachevé. Bon, je dois le reconnaître, mais en tout cas, je suis content parce que le contenu des deux matchs, en tout cas, motif de satisfaction. Les joueurs ont été très motivés, ils ont fait un très bon match. Je félicite mes joueurs parce qu'ils ont été motivés, ils ont arraché un match nul, même si nous étions le meilleur. Il s'est joué aujourd'hui à Ouagadougou la coupe spéciale de pétanque du Parlement de la CEDEAO organisée par la délégation nationale du Parlement communautaire. C'est le président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara, qui a effectué le premier lancer de boule de cette compétition qui vise à promouvoir l'intégration dans l'espace communautaire. Le compte-rendu de Sylvain Vebamba. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a donné le coup de lancement de la coupe spéciale de pétanque du Parlement de la CEDEAO. Une activité retenue par la délégation nationale dans le cadre des actions de sensibilisation des populations sur le rôle et les instances de l'institution communautaire. Une initiative saluée par la Fédération burkinabé de pétanque. Les gens viennent de connaître la pétanque tout de suite.
Alors c'est une compétition sport comme les autres. Nous, on a été champion d'Afrique, on a amené la coupe champion d'Afrique au Burkina ici. Nous voulons que les gens s'intéressent beaucoup à la pétanque. Et là, vous allez savoir comment nous on doit aller même mois de juin pour la Coupe du Monde. Nous voulons beaucoup de soutien des autorités pour nous accompagner. 312 compétiteurs organisés en 104 équipes des triplettes se disputent le trophée. Le président Sungalo Apollinaire Ouattara a salué l'esprit de ce sport qui fait appel à la solidarité, à la précision et à l'adresse. Une édition placée sous le thème « Pour une CEDEAO des peuples, renforçant les prérogatives du Parlement ». Il y a au moins une dizaine de pays de la CEDEAO représentés dans les 304 équipes en compétition ce matin. Donc nous l'avons choisi parce que c'est un sport qui porte déjà l'intégration en son sein. C'est un sport qui regroupe tout le monde et nous pensons qu'avec ce public-là, on pourra porter plus loin les messages de la CEDEAO qui sont de s'approprier donc les outils, de s'approprier les institutions de la CEDEAO, de s'approprier donc les conventions et accords. Compétition de pétanque et animation podium sont au menu de cette journée instituée par le Parlement de la CEDEAO pour la promotion de l'intégration des peuples. Avant de nous quitter, une pensée pieuse pour nos valeureux hommes disparus. Sont de ceux-là Edouard Moussa Ouedraogo, 2 fois ministre sous la Haute-Volta. Il a tiré sa révérence le 7 février dernier à l'âge de 79 ans. Il a été inhumé ce samedi en présence d'une foule de parents, d'amis, de collègues, d'autorités politiques, militaires, coutumières et religieuses qui lui ont rendu un dernier hommage, Jonas Wemba et Isaïe Parkouda. Edouard Moussa Yamougou repose désormais dans le caveau familial, situé au secteur 10 de sa ville natale, Koudougou. C'est dans ce domaine que la cérémonie des obsèques de l'illustre disparu est organisée. Décédé le 7 février dernier à Ouagadougou, la dépouille mortelle est arrivée ici au domicile funèbre de la famille Yamougou ce vendredi 14. Là, des prières d'intercession sont dites pour le repos de son âme. La messe d'Absout s'est déroulée ce samedi 15 février, suivie de son inhumation dans ce caveau où reposent déjà ses parents et grands frères. Son départ, c'est douloureux, mais qu'est-ce que vous voulez? L'homme, c'est ça. Il faut un jour partir. Et il souffrait et je n'étais pas heureux de le voir souffrir. Voilà. Si le Seigneur l'a pris dans son paradis, nous sommes encore plus heureux et nous prions Dieu pour qu'un jour on se retrouve. Je suis profondément triste. J'ai comme le sentiment que c'est une page glorieuse de l'histoire du Boulki-MD qui est en train de se tourner. Parce que comme vous savez, celui que nous pleurons aujourd'hui a porté très haut les couleurs non seulement de Koudougou, du Boulki-MD, mais de notre pays. Ingénieur agronome à la retraite, l'évocation du nom d'Edouard Yamougou renvoie entre autres à la Société africaine de pneumatique, à la Société burkinabé de brasserie, à la Société nationale des eaux Ozor de Onea, à la Société africaine d'électricité de nos jours Sonabel. Il a servi son pays avec dévouement, abnégation et amour, comme l'ont témoigné les différents intervenants. De décembre 1965 au 3 janvier 1966, il est ministre d'État chargé du développement national. De février 1971 à juillet 1977, sous la présidence d'Aboubacar Sangoulé Lamizana, il assume les fonctions de ministre du Plan, de l'Industrie et des Mines. Le gouvernement, en dépêchant cette mission, a entendu prendre acte que des hautes personnalités de notre pays construisent et qu'à un moment donné, ils nous quittent. Ça, c'est les règles de la nature. Mais le gouvernement souhaite que les actions de construction, le courage de ce grand monsieur, sa générosité puisse inspirer les autres générations, puisse inspirer les autres citoyens du Burkina Faso. Edouard Yamougou a tiré sa révérence devant l'Éternel. Il laisse derrière lui une veuve, 4 enfants et 4 arrière-fils. La mort a encore frappé la grande famille de la RTB. Notre confrère Ibrahim Zongo, affectueusement appelé le doyen par ses confrères, a été arraché à notre affection. Ibrahim Zongo, qui était journaliste au service des informations et des reportages de la radio Burkina, est né en 1959.
Il a officiellement pris service le 16 mai 1980 au ministère de l'Information et c'est en 1992 qu'il est arrivé à la radio après avoir servi à l'agence d'information du Burkina. Il s'était fait une spécialisation dans l'information agricole. Il repose depuis ce soir dans son village natal du Burkindé. Toute notre compassion à sa famille et puisse la terre du Burkina lui être légère. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bon début de semaine demain.